Présentez-vous. Bonjour, moi c'est Zeynab, j'ai 23 ans. Ok, et toi? Bonjour, moi c'est Bénédicte, j'ai 23 ans aussi. Ok, donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui est la dépendance affective. Donc on pourra partager les différentes expériences de mes copines, mais aussi c'est un sujet qui est intéressant et surtout qui est très tendance en ce moment. On voit sur les réseaux sociaux et c'est très important pour briser certains tabous, mais aussi en parler avec sincérité. Du coup, j'ai des petites questions pour vous. Alors, c'est un peu ghetto, hein, tout ça, mais ça va. Alors, j'ai une question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans votre enfance? Oui. Tu commences? Comme tu veux. Bah, vas-y, je commence. Du coup, moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents qui étaient souvent absents et tout. À cause du travail, mes parents, ils travaillaient beaucoup. Ça veut dire, depuis toute petite, j'ai un peu manqué d'amour parce que, du coup, l'amour que mes parents étaient censés me donner, en fait, je le ressentais pas vraiment. Peut-être que ils faisaient de leur mieux, mais moi, je le ressentais pas comme ça. Donc, j'ai vraiment grandi avec un manque d'amour qui, en grandissant, ça m'a poussé à aller ailleurs pour aller chercher l'amour des hommes, par exemple, dans mes amitiés. Et voilà. Hein. Ok. Et quand tu dis que tu avais un manque d'amour de tes parents, est-ce que c'était physique ou pas? Est-ce que c'était physique? Je dirais que c'était plus émotionnel. Parce que, ils étaient quand même là physiquement. Tu vois, ils m'offraient des cadeaux, des trucs comme ça. En fait, j'avais juste besoin de parler avec eux. Ouais. En fait, de parler des choses et tout avec eux. Mais en fait, ils n'étaient pas forcément ouverts émotionnellement. Okay. Donc, c'est plus ça qui m'a manqué. Ok. Et toi, pour ton enfance? Alors moi, j'ai grandi dans une famille genre de 6 frères et sœurs. Waouh. Moi, je me sentais... en gros, je suis la 3e et tout. C'était... mes parents, genre, ils étaient pareil absents. Ils travaillaient beaucoup et tout. Et genre... moi, par exemple, mon père, il comblait tout ça, genre avec l'argent et tout, genre des cadeaux, des trucs comme ça. Et je m'entendais pas avec ma mère, genre jusqu'à mes crises d'adolescence, tout ça et tout. Genre, donc ça fait que... En fait, j'étais tout le temps, je trouvais que ma mère, par exemple, elle aimait plus mes frères. Par exemple, quand j'étais malade et tout, je me disais, elle prenait plus soin de mes frères que moi, genre, parce que... Enfin, en gros, voilà, genre à peu près ça. Du coup, ça fait que... Moi aussi, pareil, j'ai recherché en gros de l'amour auprès de mes amis, genre, on va dire des personnes en gros qui me considéraient pas vraiment et pareil auprès des hommes et tout. D'accord. Et je voulais vous poser une question pour vous nous mettre dans le tas. Okay. Est-ce que vous pensez que vous êtes encore dans la dépendance affective ou vous avez dit au revoir à ce passé? Moi, personnellement, je dirais, je suis bientôt à la fin. D'accord. Parce que, je dirais que je suis bientôt à la fin, personnellement. Ouais, je dirais pareil. C'est vraiment, c'est vers la fin, vraiment. Ouais. Vers la fin. Merci pour votre sincérité parce que je trouve que c'est pas facile de savoir qu'on est encore dedans et tout. Du coup, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel moment vous avez réalisé que vous étiez dans une forme de dépendance affective? Moi, par exemple, toute mon enfance, en fait, j'ai toujours voulu rechercher l'amour auprès de, par exemple, des plus âgés. Je faisais même souvent semblant d'être malade, genre, pour que mes parents, en gros, ils s'intéressent à moi, etc. Ou même auprès de mes amis, genre, il y a des fois où genre, je mentais et tout, je disais oui, je suis malade, etc. Juste pour qu'on prenne de mes nouvelles, des choses comme ça. Et pareil, donc à ce moment-là, ça fait que j'étais pas bien. Donc ça fait que je m'en suis rendu compte en grandissant, donc on va dire... en grandissant que j'ai jamais été, par exemple, j'ai toujours eu genre des petites relations genre avec amoureuses et tout, mais genre j'ai toujours été avec quelqu'un, genre jusqu'à mes, je dirais 22 ans, genre peut-être la seule fois où genre je suis restée seule, genre c'était peut-être pendant 1 an, mais c'est que ça, genre depuis, genre en tout cas que j'ai grandi, genre on va dire depuis la 3e. Du coup, tu avais besoin d'attention à chaque fois. Tout le temps. J'avais tout le temps besoin d'attention. J'ai tout le temps besoin qu'on soit là pour moi. Même en amitié, hein, genre c'est pas que en amour, genre même en amitié et tout. Mes parents, après, moi, je vivais avec mes parents, genre dans mon pays d'origine. Tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire.
Et Côte d'Ivoire. Donc moi, j'y vais avec mes parents de mon pays d'origine. Donc le fait que je m'éloigne d'eux, ça m'a rapproché d'eux. Ok. Ah ouais. Ça a permis que vous ayez de meilleurs rapports. Ouais, des meilleurs rapports et tout avec ma mère. Genre aujourd'hui, je regrette même genre avant mon insolence et tout que j'avais à l'ancienne. Mais genre franchement, moi je pense que c'est par rapport à ça que je me suis rendu compte que en fait j'arrivais pas à rester seule. Même en amitié, quand je dis en amitié, c'est qu'en gros j'avais tout le temps besoin d'être quand je veux faire une sortie, je suis obligée genre d'intégrer quelqu'un. Ok. Genre, je pouvais pas sortir toute seule, j'ai tout le temps besoin de l'acceptation de quelqu'un d'autre avant de m'engager dans un truc, que ce soit dans un projet, genre des trucs comme ça et tout. Même et ça c'est jusqu'à présent par exemple, enfin c'est moi, mais genre quand j'ai envie de lancer un projet et tout, genre perso, professionnel on va dire, ça il y a toujours, genre, j'ai toujours besoin d'avoir demandé l'avis de quelqu'un. Et voilà. Ok. Et toi? Bah, moi, je dirais un peu pareil comme elle. Comment je m'en suis rendu compte, c'est vraiment en grandissant. Je dirais s'il y a 3-4 ans. Du coup, c'était il n'y a pas longtemps en vrai. Et pareil, j'avais vraiment besoin d'être tout le temps, ce besoin d'être tout le temps en couple et tout. Et pas seulement avec un seul garçon, parce que ça ne me suffisait pas d'être en couple avec un seul garçon. Je comprends grave. C'est-à-dire, moi, j'étais en couple avec plusieurs garçons en même temps et tout. Et je dépendais vraiment de ce qu'ils disaient sur moi et tout, de comment ils me voyaient. Et même dans mes relations amicales, c'était vraiment comme ça, en fait. J'avais tout le temps besoin d'être validée par les autres, tout le temps besoin qu'on m'accepte, qu'on m'aime et tout. Et tellement j'avais ce besoin vraiment de ressentir de l'amour, je faisais tout. Limite même, j'acceptais des trucs que je ne devais pas accepter juste parce que j'avais besoin d'être aimée. Ouais. Donc non, c'était il n'y a pas longtemps. Non, mais franchement, ça c'est vraiment vrai. Genre, quand tu es dans ce genre de ce type de relation, c'est trop grave. Genre. Et en plus, on s'en rend pas compte. Tellement. On se dit, ouais, tu laisses tellement passer. Genre, oh non, ça va, c'est juste parce que je l'aime. Oh ouais, non, il m'aime. Oh non, il m'aime. Et tout. Alors qu'en fait, non, genre. C'est pas normal. En vrai, c'était pas normal, tout ça. Genre. Et moi, c'était pareil que elle aussi, genre, que j'ai pas dit. C'est que, en gros, sur ce qu'elle a dit, le fait qu'elle sortait, genre, avec plusieurs hommes et tout. Moi, à un moment de ma vie, genre, c'était pas. Enfin, sortir, c'est pas sortir. Moi, c'était plus parler. Genre, parler avec plusieurs hommes en même temps et tout. Jusqu'à ce que je me mette en couple avec, mon ex, genre. Ou avec qui je suis restée 4 ans, pratiquement, où genre, c'est dans cette relation-là aussi que j'ai compris vraiment aussi que j'avais une forme de dépendance affective. C'est dingue. En fait, la dépendance affective, je me dis que c'est vraiment une pourriture. Franchement, c'est de la pourriture et ça ramène plusieurs sortes de choses comme le rejet, il y a l'abandon, il y a toutes ces choses. Moi, je me rappelle comment j'ai su aussi que j'étais rentrée dans une dépendance affective. C'était surtout en amitié où à un moment ma copine, genre ma pote, elle m'avait dit là tu peux pas venir avec nous en voiture et tout, tu peux pas venir en voiture et tout, alors que c'est rien. Genre elle m'a dit une raison en mode c'est normal et tout. Ouais. Mais moi, genre je l'ai pris tellement mal et j'avais pleuré carrément et je me suis dit en fait genre j'étais en temps de prière et tout et Dieu m'a vraiment révélé qu'en mode madame t'as un problème d'abandon, t'as un problème avec le rejet. Et je me suis dit, mais attends, mais il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai vraiment, vraiment travaillé sur moi. Et franchement, surtout, nous, à l'église, à MFD, ça nous aide tellement à travailler sur nous, à savoir aussi ce qui se passe et tout. Parce que toi-même, t'es dans ce schéma-là pendant toute ta vie. C'est ça. Et tu vas te dire même, carrément, c'est normal, je suis comme ça. Alors que non, madame, c'est pas normal. Pas du tout. Ouais. C'est pas normal. En plus, ça te bourre. T'es là, en plus, nous, les filles, surtout, on aime trop réfléchir. On aime toujours calculer comme ça, non. Et ça fait que tu peux pas survivre avec franchement, avec ça. On peut pas, hein. C'est tellement dur. C'est trop dur, genre, de se dire... Après, on s'en rend pas compte. Quand on est dedans, on se rend pas compte que on est dedans. C'est après qu'on comprend et qu'on réalise. Genre, moi, souvent, je suis posée là et tout, je me dis, mais attends, comment j'ai pu genre accepter certaines choses? Comment j'ai pu genre être blessée pour ça, alors qu'en vrai, c'est rien et tout. Genre, donc voilà, en vrai. C'est vraiment en fait les parties de l'enfance. C'est ça. Genre l'enfance, c'est là que tu dis que nous plus tard, quand on aura des enfants, il faudra vraiment qu'on fasse attention à
tout faire que pas notre fille ou même les fils aussi. Hein. Ah, faut parler aussi des garçons. Parce que les garçons, franchement, c'est tellement... faut que je parle de ce sujet. Mais un jour, je vais en parler aussi en podcast. Parce que ce sujet, les garçons qui enchaînent... les garçons qui enchaînent autant de relations, sachez que c'est pas normal. Ouais. C'est pas normal et ils se cachent des fois des blessures. Ouais. Et surtout, des garçons qui ont pu même vivre des agressions sexuelles sans qu'ils s'en rendent compte. Ouais. Mais les gars, ils sont là en mode « Ouais, champion et tout. Ouais, t'as dit ça et tout. » Alors les que non. mecs, moi, je pense que même carrément, les mecs, genre, ils ont beaucoup plus de blessures que nous. Genre, Oui. Parce que eux, en gros, on leur a toujours appris, ouais, t'es un bonhomme et tout. Toi, tu dois pas montrer que t'es faible, etc. et tout. Alors qu'en vrai... on est tous des êtres humains, on a tous des cœurs, quoi. Tellement. Ouais, c'est ça qu'il faut vraiment, c'est là que tu vois. Après, ça va pas totalement dans la dépendance affective dans le thème, mais quand vous voyez qu'une personne, par exemple, qui se sexualise énormément, que ça soit des garçons et des filles, hein, qui veulent toujours vouloir plaire, regardez plus aux profondeurs au lieu d'insulter les gens. C'est vrai. Regardez qu'est-ce qui se passe derrière. Et le back down, on dit le back down, le back one. Je sais pas. Mais bon, vous m'avez comprise. Du coup, j'ai une prochaine question. Quel a été l'impact de cette dépendance affective sur votre relation avec vous-même? Moi, personnellement, j'ai pris du poids. Ah ouais. Parce que quand je suis triste, je fais que manger. Quand je suis... En fait, dès que je suis stressée, je mange. Je mange. Et en fait, plus les années sont passées, plus je me suis pas rendu compte que, en gros, c'était pour ça. Parce que, par exemple, à un moment, genre, je vais me dire, ouais, je vais à la salle et tout. Genre, à un moment, il y a rien dans ma vie. Genre, je suis tranquille et tout. Et là, d'un coup, genre, il va se passer un truc dans ma vie. Genre, par exemple, une rupture ou une blessure amicale. Pareil, une rupture amicale comme une rupture relationnelle, enfin, amoureuse. Ça va faire que je vais commencer à manger. Je vais manger. Je vais me goinfrer genre toute la journée. C'est dans ces moments-là que voilà. Que t'as remarqué cela. Ouais. Et toi? Moi, franchement, l'impact que ça a eu sur moi, c'est vraiment... en fait, je ne m'aimais pas. Genre, je m'aimais pas et tout. Et en fait, je me voyais comme les gens, ils me disaient qu'ils me voyaient. Ouais. Je me voyais à travers leurs yeux, mais moi-même, je ne m'aimais pas. J'aimais pas la personne que j'étais. Je n'aimais pas mon corps. En fait, je ne m'aimais pas tout simplement. Ouais. C'est vraiment ça qui a été... Ouais, c'est vraiment été le plus dur. Franchement, c'est dire que c'est des fois des personnes qui te donnent une sorte d'identité. Ouais, une identité. Alors que, non, en fait, genre, Ouais, non, mais franchement, ça, c'est dingue. Parce que, par exemple, les gens, ils vont te juger sur ton corps, te juger sur qui t'es, etc. C'est normal qu'en gros, tu te détestes parce que tu finis par croire ce qu'ils C'est disent. ça, exactement. Et ça baisse. C'est pour ça, l'estime de soi, c'est tellement important. Tellement. Et ça, dès l'enfance. Tellement. Et l'estime de soi et la confiance en soi, c'est pas la même chose. Pas du tout pareil. Donc, Franchement, quand on va être parents, encore, faut qu'on accentue cela à nos enfants. Parce que... c'est pas, moi, je ne veux pas que mon enfant, je lui dis A à la maison et il écoute B et que ça rentre dans sa tête. Hors de question. Après, les enfants, en fait, les enfants, c'est comme genre nos parents. En vrai, ils nous ont éduqués. Mais après, il y a l'éducation de la rue aussi. Donc, c'est déjà, par exemple, comme le phénomène, par exemple, tout le temps sur les réseaux, sur TikTok et tout, tu vois tout le temps les gens, tu scrolles direct, tu vois des gens qui sont en dépression, etc. Mais il y en a, ils se créent des formes aussi de dépression pour rien, juste à cause des réseaux. C'est vrai. Donc en vrai, on éduquera bien nos enfants dans parenthèses et tout, on essaiera de leur montrer de l'amour. En fait, il faut juste montrer à ton enfant que tu es présent, que tu l'aimes, lui dire je t'aime. Par exemple, moi, demain, je dis je t'aime à mon père, c'est tabou, quoi. Enfin, genre, je me dis, bizarre. Ouais. Avant, même pareil avec ma mère, hein, mais maintenant, ça va, genre, je dis je t'aime à ma mère et tout. Mais mon père, encore, c'est un peu, tu vois. Donc en vrai, juste parler, en fait, un enfant, tu l'as mis au monde, tu l'aimes, tu lui apportes de l'amour. Et voilà, quoi. Du coup, éviter que ton enfant, il ait une éducation sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que aussi. pourquoi ça impacterait pas d'autres personnes et pourquoi ça impacterait d'autres personnes? Parce que tu dis, tes parents, ils peuvent t'éduquer correctement, même te donner de l'amour, mais je t'assure qu'il y a des personnes,
Et même moi, j'ai manqué de rien. Franchement, ma mère, elle était une boule d'amour pour moi. Et la vérité que même je cherchais quand même de la validation. Par exemple, même genre aujourd'hui, je suis vraiment une petite personne aléatoire. Mais après, peut-être, est-ce que tu avais l'amour aussi paternel? Et Est-ce que tu avais les deux, c'est ça? Parce que, ok, ta mère, elle était là. L'amour paternel, c'est... Bah, en fait, c'est pareil. Genre, si t'as pas d'amour paternel, tu vas chercher ça ailleurs. Surtout vers les hommes, tu vois. Surtout vers les hommes, tu vois. après, tu as le langage de l'amour aussi. Par exemple, il y a des personnes, leur langage de l'amour, ça va être donner des cadeaux. Ça sera ça de leur façon d'aimer, parce qu'ils savent pas aimer d'une autre façon. Moi, par exemple, mon père, je sais que c'est ça son langage de l'amour, c'est donner des cadeaux. Mais c'est pas de sa faute si son langage de l'amour, c'est ça. Alors que ma mère, je pense qu'elle va être plus me rendre service ou me dire des paroles valorisantes. Tu vois. Donc, je me dis, est-ce qu'on devrait s'adapter au langage de l'amour de l'autre personne? C'est ça. Ou est-ce que la personne doit chercher aussi notre langage de l'amour? Bah oui, c'est moi ça. je trouve que c'est ça. Parce que moi, par exemple, mon langage de l'amour, c'est les cadeaux. Et toi, ton langage de l'amour, c'est rendre des services. Bah, enfin, en amour, on essaie de s'adapter aussi à l'autre. Ouais. Même si tu le fais pas tout le temps, mais que tu montres au moins à la personne que tu as compris son langage de l'amour et tu essayes de faire des efforts pour que la relation elle fonctionne. Parce que si tu me fais jamais de cadeaux sur, par exemple, 3 ans de relation, alors que moi, c'est ce que j'aime, C'est chaud. c'est chaud. Enfin, je vais pas me sentir aimée. C'est aussi ça une relation en vrai. C'est essayer de s'adapter, de comprendre l'autre et surtout d'aimer l'autre de la manière dont elle aimerait bien être aimée, tu vois. Ouais, totalement. Bah, c'est ça l'amour sacrificiel, comme on dit. C'est ça. Agapao. Ouais, agapao. C'est en grec, excusez-moi. Moi, j'aime bien le grec. Mais c'est de l'amour sacrificiel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils savent plus aimer véritablement. Parce que les gens, ils vont beaucoup confondre l'amour et le désir. Les gens, ils vont beaucoup se dire, ah ouais, si j'ai pas les papillons dans le ventre, ça veut dire que je l'aime pas. Alors que non, c'est pas ça l'amour. C'est ça. C'est comme on dit aussi, genre, l'amour, par exemple, genre les 6 premiers mois ou genre la première année, par exemple, et tout. Genre, c'est tout fou, c'est tout rose. Enfin, en gros, vous êtes trop bien et tout. Mais après, il y a la phase où tu commences à voir les défauts de l'autre. Tu commences à voir, est-ce que la personne, genre, en gros, je peux vivre avec elle, etc. Des trucs comme ça. Bah, à ce moment-là, c'est là où il y a le vrai amour. C'est à ce moment-là que tu te rends compte, est-ce que je supporte tout ça? Est-ce que, genre... voilà, comment communiquer avec ton partenaire ou pareil même en amitié aussi parce que c'est en vrai. amitié aussi si tu viens de rencontrer quelqu'un peut-être au début vous faites que des sorties et tout etc. Moi pareil, moi j'ai plusieurs exemples de côté amical où je rencontrais des copines et tout, au bout d'1 an 2 ans ça se passe trop bien, mais après quand tu commences plus à connaître la personne c'est dur, C'est ça. c'est trop dur. C'est là que tu te dis, est-ce que j'y reste ou est-ce que je pars? C'est ça. Et après, à toi de te dire, je vais rester parce que je le veux et non parce que je te le dois de rester. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ça en mode, ils veulent rester dans certaines amitiés. Ils vont se dire, ah mais je me dois de rester avec elle parce que j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais leur santé mentale, zéro. Genre avec la personne, ils vont être en mode... ils vont se dire, ils vont pas avoir la paix. Mais ils vont se dire, non, parce que je suis loyal, je sais pas, ou des trucs comme ça, je vais quand même rester. Alors que non, tes amis, normalement, c'est toi qui les choisis. Ouais. C'est vrai. C'est pas ta famille. C'est vrai. C'est tellement important de savoir choisir ses amis. C'est vraiment important. Et surtout important, vraiment la communication, l'amitié et tout. Des fois, tu vois que la personne en face, elle a des défauts. Tu dois accepter ses défauts. Et des fois, toi aussi, tu as des défauts. La personne en face, elle doit accepter. Vous devez vraiment faire des compromis pour que la relation elle se passe bien, en fait. Ouais, carrément. C'est vraiment ça. Il y en a, ils sont pas. Tu vois, il y en a qui Enfin, en fait, moi aussi, je me dis peut-être, tu vois, par exemple, dans une relation où genre il y a quelqu'un qui est toujours blessé. L'autre, je me dis, l'autre aussi, elle est blessée, mais à sa manière. Oui. Et quand, par exemple, moi, je connais quelqu'un de mon entourage, genre, je sais qu'elle a des blessures intérieures et tout, genre de ouf. Genre vraiment beaucoup de blessures intérieures. Et elle le remet sur, genre, tout le monde. Ça fait que, par exemple, elle a des comportements que moi, par exemple, j'aime pas. Et elle le fait, mais moi, je comprends que c'est pas de sa faute. Mais c'est parce que je sais qu'elle a des blessures intérieures. Et même si elle me blesse, je me dis, tu vois. Mais sauf que aussi, je devrais pas non plus supporter
le fait que... Enfin, en gros, chacun doit guérir ses blessures. C'est ça. Mais du coup, tu dirais quoi, toi, Béni, dans cela? Parce que, en vrai, l'amour aussi, il supporte tout, tu vois. Donc, je me dis, si on doit se séparer à chaque fois de personnes qui ont, par exemple, des blessures intérieures, des traumas et tout, mais que toi-même, dans ta vie, tu te dis, ah ouais, mais c'est un couvre. T'es pas un sauveur. C'est ça. C'est pour ça que les personnes, elles doivent travailler sur elles-mêmes. Genre, chacun doit travailler sur ses blessures intérieures. Parce qu'en vrai, quand tu entres dans une relation et que tu sais que par le passé, tu as été blessé, c'est aussi de ta responsabilité de prendre la décision d'être guéri. Genre vraiment de vouloir être guéri et de poser les actions qu'il faut pour être guéri, en fait. Pour pas que les autres, ils subissent ce que tes blessures ou la manière dont tu as été traité. Pour pas que les autres, ils soient engouffrés vraiment dans le truc, en fait. Moi, c'est genre, par exemple, sur ça, quand genre, par exemple, je sors d'une relation amicale, voilà, et tout, genre, par exemple, je vais faire un point sur moi. Et d'ailleurs, c'est par là que je me suis rendu compte que je commençais à guérir et tout. C'est qu'en gros, je fais un point, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'ai fait qui était bien. Et qu'en gros, je peux être fière de ce que j'ai fait. Est-ce que je reconnais aussi mes torts, par exemple, dans une relation amicale et tout, etc. Et avec ça, je me dis, mes prochaines relations, genre que ce soit amicale ou amoureuse, je sais ce que je dois éviter. Et genre, j'apprends comme ça, petit à petit, à éviter de partir sur certaines choses que je sais que, je sais, par exemple, je vais me mettre avec quelqu'un, mais par exemple, dans mon ancienne relation, c'était quelqu'un qui me faisait jamais sortir. Par exemple, si je me mets dans une nouvelle relation et je sais que c'est pas ce que je veux et je sais que ça faisait partie de nos disputes, demain, je vais pas me mettre avec quelqu'un que je sais qui me fera jamais sortir, tu vois. C'est ça. Après, je me dis, plus on grandit aussi, plus on a des critères. Ouais, mais il faut quand même faire attention aux critères, même si je dis pas qu'il faut pas en avoir, c'est très important d'en avoir, mais des fois, il faut pas avoir des critères qui sont inimaginables. Ouais, non, mais bien sûr. Voilà, parce que en fait, j'ai remarqué que dans cette génération, c'est toujours qu'est-ce que lui va m'apporter, qu'est-ce que lui va m'apporter, et toi t'apportes quoi? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t'apportes? Oui, bien sûr, parce que quand je dis je fais le point, c'est qu'en gros je fais. Oui, je comprends, je suis totalement d'accord avec toi. Les points que moi, genre en gros, je sais que la personne avec qui j'étais, par exemple, me reprochait, et je prends conscience de ça et j'essaie d'apporter aussi de l'amour. Après, moi, en fait, moi, je suis pas compliquée. Je trouve que genre, je donne grave de l'amour aux gens. Je suis tout le temps là pour les gens et tout. Mais juste, genre, je me dis, pourquoi les autres aussi, ils peuvent pas le faire, genre, pour moi. Après, moi, j'étais comme si... je suis pas comme toi, mais je suis de la différence de toi. Ouais. C'est qu'en mode, j'ai vraiment... il y a pas longtemps compris que j'étais très, très égoïste dans mes amitiés. Oui, en mode... je pouvais te donner l'amour que moi, par exemple, dans le langage de l'amour que moi, je voulais. Par exemple, je veux me dire, moi, j'aime rendre service aux gens, tu vois. Je peux te donner de l'argent, je peux te rendre service comme tu veux, puis vraiment, même pour me mettre dans la galère et tout. Mais par exemple, le toucher physique et tout avec les gens, j'aime pas. J'aime pas. Il y a certaines choses que j'aime pas, mais que peut-être que l'autre personne, elle voudra. Mais après, moi, j'ai compris qu'en mode, non, en fait, Sandra, c'est pas ce que toi tu veux, mais c'est ce que la personne, en fait, chercher l'intérêt des autres et arrêter de chercher ton intérêt. Ouais, c'est bien ça. C'est comme j'ai vu aussi un truc qui disait, par exemple, supposons, genre, t'es une copine, genre de 10 ans. Et t'as une copine genre de 2 ans. Mais avec la copine de 2 ans, genre t'as plus d'affinité avec elle, t'as plus certaines choses avec elle. Et non, excuse-moi, je me suis trompée sur l'exemple. En gros, celle de 10 ans, t'es proche d'elle, t'es super proche d'elle et tout. Par exemple, tu sais que celle avec qui t'es pote depuis 2 ans, tu peux lui demander un certain service que l'autre ne pourra pas te donner. Tu vois. Et ça aussi, c'est le moment où tu te rends compte que ma copine, je sais que par exemple, elle peut pas. Par exemple, je sais que c'est pas trop c'est pas le type de relation qu'on a, donc je peux pas me permettre d'aller lui demander certaines choses, alors que peut-être une autre personne pourra me donner cette chose, donc pourquoi je vais pas demander à cette personne-là? Et je me dis, elle c'est ma copine depuis 10 ans, donc elle est obligée de me rendre un service. C'est pour ça que c'est pas obligatoire, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que chaque relation est différente avec toute personne. Si on aurait toutes les mêmes relations avec tout le monde, ça aurait été bizarre, ennuyeux, tu vois. Et toi, t'es plutôt comment dans tes amitiés? Est-ce que t'as déjà observé que t'étais peut-être égoïste dans tes amitiés ou pas du tout? Ouais, franchement, totalement. En plus, il n'y a pas longtemps et tout, mes copines, elles m'ont fait remarquer ça. Enfin, que j'étais pas vraiment égoïste, mais en tout cas, je les aimais pas
de la manière dont elles aimaient être aimées, tu vois. Elles voudraient faire des sorties avec moi. Et moi, j'étais jamais disponible, genre. Moi, je suis quelqu'un, je suis grave casanière. Moi, j'aime rester à la maison. Tu veux me sortir, non, genre. Mais j'ai vraiment compris que, en fait, il fallait que je fasse des efforts parce que elles, en face, elles font tout pour que, moi, je me sente bien, pour que je me sente aimée et tout. Et pourquoi moi, je devrais pas faire pareil, tu vois. Je me suis dit que, fallait vraiment que je travaille sur ça et que je fasse des efforts, tout simplement. Et c'est vraiment la communication, encore une fois, qui permet, d'arranger les choses. Ouais. Donc, voilà. Vraiment, c'est très important de vous comprendre mutuellement et de se dire aussi de pas avoir ça comme fardeau. Genre. C'est ça. T'es pas un sauveur, tu vois. Donc, mais c'est bien de se remettre en question et d'agir autrement. C'est du renoncement, c'est la vie. Hein. C'est ça. La vie, elle est comme ça. Et voilà. Et j'avais une prochaine question, du coup. On s'est écarté. C'est comme ça. Après, c'est un et après c'est ça. C'est pas pareil, c'est pas vraiment dépendance affective, mais ça reste dans le même thème. Ouais. Oui, ça rentre totalement. dedans. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce que comment vous auriez aimé être soutenu pendant votre dépendance affective? Je te laisse répondre. Ok, franchement, comment j'aurais aimé être soutenue, c'est que déjà les personnes en face me le fassent savoir. Je pense que c'est dommage d'être dans une relation, que ce soit amicale ou amoureuse. La personne en face, elle voit que ton comportement il est pas normal et elle te le fait pas savoir pour que t'essayes de changer les choses. Moi, je pense que c'est vraiment ça. J'aurais aimé qu'on me le dise, qu'on me fasse comprendre qu'en fait là il y a un problème et tu dois vraiment changer ton comportement. Et j'aurais aussi aimé qu'on me comprenne, genre qu'on me comprenne. Vraiment avoir ce sentiment-là d'être compris et tout. Qu'on me dise, ok, t'as vécu ça, genre je te comprends, mais là, faut que tu travailles sur ça, là, faut que tu changes, là, faut que tu changes ton comportement. Moi, c'est vraiment ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Et toi? Moi, je dirais que c'est à peu près pareil, mais genre plus, j'aurais aimé qu'on me le dise. J'aurais aimé aussi que, par exemple, il se passe, en gros, je suis dedans. Et la personne avec qui je suis me dise je trouve que en gros t'abuses un peu sur par exemple parce qu'il y a des dépendance affective, c'est vraiment c'est quoi, c'est en gros par exemple tu veux tout le temps être avec la personne, tu veux tout le temps que la personne soit là pour toi, t'as tout le temps besoin que la personne soit à côté de toi. C'est par exemple la personne elle sort, tu veux tout le temps l'appeler et tout, alors que ça peut être oppressant pour la personne aussi. Tellement. Genre tu vois. Et donc, par exemple, quand c'est comme ça, que tu me dises, je pense que j'ai besoin de mon espace aussi, juste, on est ensemble, je t'aime et tout, mais j'ai besoin aussi un peu d'espace, de mon côté, juste pour souffler, juste pour, être avec d'autres personnes et tout. Ok. Tu vois, par exemple, et ça, et après, je pense à peu près ça. Moi, le soutien, c'est très important. Et surtout, avoir, comme vous avez dit, des personnes qui le disent en vrai, et c'est très important, et pas aussi le prendre mal. Je sais que ça peut, tu te dis mais elles, qu'est-ce qu'elles sont elles se mêlent et tout, moi comment ça, moi j'ai des blessures antérieures et tout. T'es qui pour me dire ça, des trucs comme ça? Soyez humble aussi, c'est ça. Alors, si et on même vous dit peut-être aller consulter, et oui, allez consulter. Nous en plus, je dirais plus les personnes noires, on se dit on peut pas aller voir un psy et tout, alors que les gens se confient à ChatGPT. C'est vraiment un fléau, c'est pas possible. Genre, moi, tu es un confident et tout, c'est un ami. En vrai, même moi, je fais ça et tout, mais bon. Après, à l'époque, il y a 4 ans et tout, il y avait pas, c'était pas aussi populaire et tout, tu vois. Donc, c'est bien d'aller aussi consulter, parce que je pense que quand même, quand on est dedans, on se rend compte aussi un peu qu'on est dedans. On sait que peut-être que t'abuses un peu de voir H24 et tout avec la personne. De fou. Quand quand t'es vraiment toute seule, par exemple dans ton lit, t'es en train de dormir, t'es en train de vouloir pioncer, et c'est là que t'as des pensées qui viennent et tu dis t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, et tu réfléchis à ton comportement, tu vois. Toujours la remise en question et se dire que on n'est pas parfait et que chaque jour il faut s'améliorer. Et de toute façon ça sera comme ça, c'est comme ça une relation en fait. Moi je dis main dans la main, on peut se promener comme ça, et en fait il y a des embûches, il faut esquiver, tac, 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 et tu marches comme ça. Non mais toi faut arrêter de me regarder comme ça.
Bon, j'avais une question pour toi, 3 questions pour toi, Béni. Ok. Oui, voilà. Alors, et sur ta foi, t'est-il arrivé de mettre quelqu'un à la place de Dieu qui devait occuper ton cœur? Je sais pas si c'était clair. Oui. En fait, ça, c'est surtout en amour, genre, en amour et tout. Il y a quelqu'un que tu aimes de fou et genre, tu mets cette personne à la place de Dieu. Et oui, ça m'est déjà arrivé de mettre quelqu'un à la place de Dieu. Et bah, le Seigneur, il m'a fait comprendre tout simplement que bah, là, tu fais erreur. Genre, là, tu mets une personne à ma place, genre, à la place de ton père et tout. Et ouais, j'ai pas hésité à renoncer à la personne, en fait, parce que bah, il y a personne qui peut prendre la place de Dieu, genre, dans mon cœur. Et si je fais des choses bah, qui blessent Dieu et qui lui font croire que, bah, enfin, pas croire, qui montrent clairement que là, j'ai mis une personne à sa place, bah, je fais tout pour remédier à ça. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé. Amen. Bah, franchement, merci pour ta sincérité, ta ténérité, j'allais dire. Mais bon. Et je voulais savoir comment ta foi, elle t'a aidé à sortir et à cheminer vers la liberté de cette dépendance affective. Ok. Bah, franchement, il faut savoir que bah, ma foi a vraiment joué un grand rôle dans le fait que bah, je reconnaisse déjà que j'ai une dépendance affective et tout. C'est qu'en fait, bah, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est là Dieu il m'a fait comprendre que bah, en fait, dans mes relations que j'avais vécu ça, et que en grandissant bah, dans mes relations, j'étais vraiment dépendante affective. Je dépendais de l'amour des hommes et tout. Ouais. Donc, franchement, ma foi, elle a vraiment joué un grand, grand rôle. Même le fait de chercher à guérir de ça. C'est vraiment Dieu et aussi bah, mon église, les enseignements qu'on reçoit à l'église. Franchement, big up à MFT, ma maison. Et franchement, on reçoit tellement d'enseignements sur comment guérir de ses blessures et tout, sur des sujets vraiment importants qui te permettent bah, de travailler sur toi-même. Donc, franchement, Dieu, il a vraiment joué un grand rôle. Et aussi bah, le fait que je rencontre l'amour de Dieu, c'est vraiment ça. Parce qu'au final, pourquoi je cherchais de l'amour dans ces relations-là, c'est parce que je n'avais pas reçu l'amour dont j'avais besoin. Du coup, le fait de rencontrer l'amour de Dieu, bah, ça a tout changé tout simplement. Et j'ai aussi appris à accepter bah, son amour. C'est vraiment ça qui m'a aidée. Ok. Et la dernière question du coup à ce sujet. Quel regard tu penses que Dieu porte sur toi aujourd'hui par rapport à ce que tu as traversé? Bah, franchement, je pense que bah, déjà, le Seigneur, il est fier de moi par rapport à ce que j'ai eu à traverser. C'est mignon. Je pense qu'il est vraiment fier de moi parce qu'il y a vraiment eu du chemin pour que bah, j'en arrive là aujourd'hui et tout, entre les blessures, tout ce que j'ai eu à vivre et tout dans l'enfance. Parce que c'était pas seulement l'amour, enfin, le manque d'amour de mes parents, c'était aussi l'abandon, le rejet, le harcèlement que j'ai vécu bah, du coup, au collège aussi. En fait, c'est tout ça qui a fait que j'en arrive à ce point-là. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, Dieu, il est fier de moi. Il se dit sûrement que, bah, en fait, il y a eu du chemin, mais que c'est pas totalement fini parce que je dois encore continuer à travailler sur moi, mais que c'est déjà un bon début. Donc, voilà. J'aimerais savoir, du coup, pour vous deux, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en travaillant sur cette dépendance affective? Si c'est pas très intime, je sais pas comment on dit ça. Bah, franchement, qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Bah, déjà, j'ai appris que j'étais belle et que je devais m'aimer comme j'étais. Que, en fait, tout ce que les gens disaient sur moi, c'était pas forcément la vérité. Je devais vraiment chercher à me voir comme Dieu il me voit et non pas comme les autres ils me voient. C'est vraiment ça. J'ai aussi appris bah, que j'avais des qualités. En fait, tout simplement, j'ai appris à accepter bah, la personne que j'étais, tout simplement, par la grâce de Dieu. Et voilà. Ok. Bah, moi, je pense que bah, j'ai appris à accepter qui j'étais. En gros, repose la question. Et vous m'invitez à chaque fois. Il y a un problème avec les questions. Donc, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en travaillant sur cette dépendance affective? Bah, j'ai appris que bah, j'étais quelqu'un de bien. Surtout parce que moi, on m'a trop fait passer pour la méchante dans certaines histoires et tout. Donc, j'ai appris que j'étais quelqu'un de bien, que j'avais un bon cœur. Parce que moi aussi, je suis un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Genre, mon langage de l'amour, moi, en fait, moi, je pense que tu lis 5 langages. Excuse-nous.
j'aime trop, genre, de rendre service aux gens et tout, des trucs comme ça. Donc, ça fait que je me suis dit, en fait, des personnes qui me traitent mal et tout, alors que je fais plein de choses, genre, pour. Après, je fais pas pour eux, moi, je fais pour Dieu et tout. Enfin, pour moi-même, pour ma paix intérieure, parce que j'ai envie de faire plaisir aux autres. Donc, rien que ça me montre que j'ai appris à grandir, à évoluer. Et j'ai appris plein de choses qui vont me permettre, en fait, demain, genre, de sortir de plein de situations que je sais que, par exemple, avant, je me serais pas mise dedans et tout. Donc, voilà, genre. Et je sais que ça c'est un truc super important de se faire confiance, comme tu disais, et tout, de s'accepter comme on est et de se dire que c'est pas mal, genre, ce que les autres perçoivent de nous, excusez-moi, ce que l'autre perçoit de nous, c'est pas forcément ce qui est vrai, genre. Et donc, s'accepter comme on est, grandir, faire des trucs, à ne pas avoir peur d'échouer, surtout parce que tu fais des projets, tu fais des trucs, quand on est jeune et tout, on a le droit de faire des erreurs, on n'est pas parfait. Et voilà. Et totalement, de ne pas se mettre la pression. Là, on se dit, oui, sortir de la dépendance affective, des trucs comme ça, il y aura des rechutes. C'est sûr. C'est sûr, il y aura des rechutes. Mais le plus important, c'est vous relever. Vous relevez, vous relevez, vous relevez. Et ça va bien se passer. Pas de pression, la vie, c'est un marathon. Comment on dit? C'est un marathon, on dit ça? Oui. Voilà. On court à l'expression. Ah Oui, c'est un marathon. La vie, en vrai, c'est sûr. En plus, en ce moment, le temps, il passe tellement vite. Voilà. Donc, vous apprenez, vous tombez, vous relevez. Vous tombez, vous relevez. Et après, vous avancez. Persévérer. Voilà. Quel changement concret avez-vous mis en place dans la façon d'aimer ou de vivre vos relations? Moi, j'ai accepté que je pouvais pas tout avoir, genre, de ce que je voulais. Ok. J'ai accepté que... En fait, j'ai accepté tout. Genre, j'ai accepté que si je demandais un service à quelqu'un, il n'était pas obligé de me le rendre. J'ai accepté que c'était pas forcément le même amour que moi je donnais aux autres qu'ils allaient me rendre. J'ai accepté que... en fait, c'est la vie, quoi. C'est comme ça. J'ai tout simplement accepté et j'ai appris à vivre comme ça. Et maintenant, genre, je trouve que je suis super heureuse parce que, comme je disais tout à l'heure au début de la vidéo, c'est que je suis en train de guérir. Je suis beaucoup en train de processus de guérir et tout, de guérison. Mais c'est pareil, genre, en gros, c'est que j'accepte, genre. Maintenant, j'accepte, ça me blesse de temps en temps, certaines choses, mais genre, je m'en fous, quoi. Je crois que c'est vraiment garder son cœur. C'est ça. Et vraiment, c'est mature de ta part d'avoir accepté tout ça, et surtout dans un jeune âge, parce que t'as que 22 ans. Je suis désolée, il y a 22 ou 23? 23. Hé, t'as grandi, hein. Mais à 23 ans, genre, parce je suis sûre qu'il y a encore des personnes qui ont peut-être 40 ans, 50 ans, et ils ne réfléchissent pas pareil. Pour eux, ils se cassent même la tête pour des trucs comme ça, alors que non. Mais t'as bien grandi dans une... Franchement, moi, je trouve que j'ai vécu trop de choses qui font qu'aujourd'hui... Genre, en plus, genre, nos parents, ils se disent, mais toi, t'as vécu quoi, genre? Et moi, je trouve que j'ai vécu trop de choses. Je suis passée par trop de choses et tout. En plus, moi, genre, je suis ici et tout. Moi, je passe avec mes parents, je suis seule. Donc, j'ai vécu trop de choses, trop d'expériences qui font que, en fait, je n'ai pas le temps, en fait, en plus d'attendre, de me dire, ouais, il faut que je souffre pour ça. Alors, en fait, j'ai envie d'être une businesswoman. Donc, franchement, j'ai pas le temps de... Tu vas réussir. Amen. Et toi? C'était quoi déjà la question? Désolée. Alors, quel changement concret as-tu mis en place dans ta façon d'aimer ou de vivre dans tes relations? Ok, quel changement j'ai mis en place? Franchement, les changements que j'ai mis en place, déjà travailler sur moi-même et aussi garder mon cœur. Vraiment, ça, c'est un truc, c'est super important. C'est que, en fait, tu ne peux pas tout prendre mal, genre. Des fois, c'est important de se remettre en question. Des fois, c'est important quand t'as tes torts, d'accepter et d'accepter de travailler sur ça, de changer. Donc vraiment, je dirais garder mon cœur. J'ai gardé mon cœur. Dans mes relations, maintenant, je garde beaucoup plus mon cœur. J'essaie vraiment d'accepter mes défauts quand on me le fait remarquer et vraiment
essayer de travailler sur ça pour changer. Et aussi, je dirais que forcément, du coup, ma relation avec Dieu, ça m'aide énormément par rapport à ça. Parce que en fait, je ne cherche plus à aimer les autres comme je le faisais avant. Parce qu'avant, c'était trop l'amour héros, tout ça. Maintenant, c'est vraiment, j'essaie d'aimer les gens comme Dieu. Genre, parce que Dieu même, il nous le dit dans sa parole. En fait, Est-ce qu'on explique c'est quoi l'amour héros? On les laisse Bien chercher sûr. sur Google. Bien sûr. Moi, vous allez chercher sur Google, hein. Excusez-moi. Allez chercher. Mais moi, je sais pas c'est quoi. Ah, est-ce on a pitié de Bien nous, sûr. On a pitié de toi. Alors, Non, et c'est ça pas va grave. Kimi. Non, explique. En gros, l'amour héros, c'est un amour qui est vraiment basé sur la passion. L'amour Gros, idylle, quoi. Ouais, c'est ça. Comment? Genre en mode L'idylle. sur tout ce qui est papillon dans le ventre et tout, passion. Charnellement aussi. Charnel. En vrai, c'est l'amour charnel. Genre, t'aimes la personne parce que, je sais pas, parce que tu la trouves belle ou même parce que, physiquement, c'est ton style ou parce que tu fais des bails avec elle, genre avec Ouais. la personne, tu vois. Ouais, Alors que l'amour agapao, du coup, c'est le contraire de l'amour héros. T'aimes la personne comme Dieu, par exemple, il t'aime, tu vois. Dieu, il t'aime pas parce que t'es belle, il t'aime pas parce que il voit ton corps. Après, non. en amour, il y a tout. Donc, Oui, après, les deux, non? il y a aussi ouais, l'amour. c'est important. Ça, je pense que l'amour héros, c'est plutôt dans le cadre aussi du mariage. Du mariage aussi, oui. C'est ça. Mais aussi, il y a l'amour filéo. L'amour filéo, c'est plus l'amour aimer les gens qui t'aiment seulement. Mais et l'amour agapao, par exemple, ça va même être aimer les gens qui ne t'aiment pas. C'est ça. C'est ça la différence. Ouais, c'est du grec, tout ça. Tu vois la puissance du grec qu'il y a. Ok. Voilà. C'est bon à savoir. Ouais, c'est de la culture générale au moins. Bien sûr. Maintenant, j'espère que vous allez appliquer cela. Alors, maintenant, j'ai besoin d'un petit dernier mot d'encouragement parce que ici, on est dans l'encouragement et Ouais. c'est très important, ok? J'ai parlé comme le mec sur TikTok. Alors, qu'est-ce que vous auriez dit à une personne qui pense vivre une forme de dépendance affective aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Garçon ou fille? Moi, personnellement, je pense que je dirais aux personnes d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à être meilleur pour soi-même et aussi pour Dieu, du coup. Parce que en vrai, la reconnaissance qu'on doit rechercher, c'est auprès de Dieu, c'est pas auprès des hommes. Ouais, c'est vrai, même. En premier, et ensuite, traiter, comme j'ai dit, soit aller avoir un psy ou parler avec des amis et tout. Et se dire qu'en fait, c'est juste pour un temps, surtout aussi, c'est que ça passera à un moment donné. Genre, mais juste, il faut se donner les moyens pour que ça passe. Et d'accepter que, en fait, sur Terre, on n'est pas tous pareils. Et qu'on n'a pas tous les mêmes sentiments. Donc, apprendre à vivre avec les autres. Totalement. Merci. Ok, franchement, moi, le conseil que je donnerais à une personne qui se trouve dans une forme de dépendance affective, c'est d'abord qu'en fait, l'amour que tu cherches ailleurs, il n'y a que Dieu qui peut te le donner, en fait. Parce que l'amour des hommes, ça comble pas totalement le cœur, tu vois. Ça peut combler à moitié. Mais en fait, tout l'amour dont tu as besoin, c'est uniquement vers Dieu que tu vas le trouver. Et aussi, si tu te rends compte que, en fait, tu es dans une dépendance affective, et c'est vraiment de travailler sur toi. Vraiment, cherche la guérison, cherche à guérir de tes blessures. Pas seulement pour toi-même, mais aussi pour les autres, mais aussi pour Dieu, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment important de travailler sur soi. Et sache que si tu es dans une dépendance affective, sache que il y a quelqu'un qui t'aimera toujours, qui t'aime et qui t'aimera toujours, c'est vraiment Jésus. Et voilà. Et moi, je pourrais dire à une personne, vous avez tout dit en vrai. Je voulais dire que tu n'es pas seule et tu seras jamais seule. Tu seras pas la première, tu seras pas la dernière. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Elle est belle cette phrase. J'aime bien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et surtout, il n'y a pas de tabou. Genre, t'as le droit et c'est ok. C'est ok. Mais le plus important, c'est de vouloir s'en sortir. Et parce que ça peut faire souffrir les gens qui sont autour de toi. Donc, pense moins à toi. Mais c'est important de penser aussi à soi. Oui. Ouais, m'attaquez pas sur TikTok et tout, des trucs comme ça. C'est important moi, de je suis pas penser d'accord sur ça. à soi, un peu quand même. Non, je pense à moi d'abord, avant les autres. Justement, quand tu es en dépendance, c'est que tu penses trop aux autres. Oui, mais il faut avoir aussi la... comment on dit ça Aide-moi. Faire la part des choses. Parce qu'en fait, je t'explique.
peut-être que c'est le mot qui est mal adapté, mais en mode, les gens, beaucoup aujourd'hui, on est beaucoup dans l'amour en mode égoïste. Et le problème, c'est que si tu penses que à toi, mais l'égoïsme, tu n'auras plus de place en fait, pour d'autres personnes. On s'est compris, c'est juste sur peut-être la manière d'expliquer. Oui, la manière, désolé, en gros, on pense à soi, mais aussi on donne de l'amour aux autres. C'est ça. En fait, mais chacun a quand même son espace. oui, totalement. Mais c'est comme on le dit souvent, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes pas, tu pourras pas aimer les autres. Donc cherche aussi à t'aimer, cherche à t'aimer, à te connaître comme elle a dit Zainab, et cherche aussi à te pas vraiment à te valoriser, que c'est ça. T'es vraiment pas seule. Voilà. Et soyez heureux, pensez à vous, pensez à votre famille, et puis ça ira dans tous les cas comme ils ont dit. De toute façon, quand on a Dieu dans la vie, je pense que il y a rien d'autre. Hein. C'est après, ça. Il y en a qui sont pas croyants. Donc, vous qui n'êtes pas croyants, cherchez Jésus-Christ. Tout simplement. faut pas dire ça. Je suis d'accord, mais en Dieu, faut chercher comment guérir. Oui, cherchez comment guérir. Comment guérir sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc. Et ensuite, vous guérissez. Mais c'est pas forcément aller vers Jésus. Oui, et surtout se dire aussi que, parce que regarde, si on regarde bien, on va chez la psy. Moi, j'ai appris il y a pas longtemps que la psy, elle est là pour t'écouter et pas pour te guérir. Et il y a beaucoup de personnes qui confondent tout ça. Ils pensent que la psy, elle va tout faire. Il ne faut pas mettre un gros fardeau comme ça sur la psy en mode « Oh, madame la psy, j'ai besoin de vous. À 3h du matin, j'ai mal. Non, la psy, elle est là pour t'écouter. Elle n'est pas là pour te guérir. Et pour les personnes non-croyantes, franchement, cherchez et vous allez trouver. Et justement, j'ai un truc à rajouter par rapport à ce que tu as dit par rapport à la psy. Qu'en fait, la psy, elle ne pourra pas régler tes problèmes. Genre, elle pourra que t'écouter, mais genre, t'apporter une solution, encore moins te guérir, elle ne pourra pas, tu vois. Alors que Dieu, c'est là la différence avec Dieu, tu vois. C'est que Dieu peut te guérir, alors que la psy, tu vois, elle va te donner des conseils, ok, mais est-ce qu'elle comprend réellement ce que tu as vécu? Est-ce qu'elle comprend réellement qu'est-ce que tu dois mettre en place pour sortir de là, tu vois? Donc voilà, c'est juste ça. Ne vous pas remettre un gros fardeau aussi sur vos psychologues, s'il vous plaît. Comme si j'étais psy. Mais Qu'est-ce que tu veux devenir? On ne sait pas. Je sais pas. Mais bon, vraiment, faites attention à votre santé mentale. Et si vous voyez que vous êtes mal dans une relation, quittez. Partez. Et surtout si vous n'avez pas les épaules et si c'est pour après faire souffrir aussi d'autres personnes, ça sert à rien. Et pour finir, du coup, on va passer sur la deuxième partie, qui est une anecdote du coup d'une dépendance affective que vous avez pu avoir, comme vous voulez. Par exemple, je sais pas, genre vous étiez en relation avec quelqu'un et vous avez fait peut-être une crise ou un truc comme ça. Une anecdote drôle, genre? Comme tu veux. Vous aimez bien rigoler sans me poser. Moi, c'est pas drôle. Mais moi, genre, j'ai pas d'anecdote. Hein. Ah ouais? D'accord, comme tu veux. C'est trop. Enfin, non, j'ai pas d'anecdote. Ok. Enfin, il y en a trop, donc je sais pas quoi dire. Une. Non. D'accord. Et c'est ok. c'est ok. Enfin, moi, c'est pas vraiment une anecdote drôle, mais je sais que j'ai eu un ex, genre, on était en couple et tout, après on s'est séparés. Et genre en mode, le mec qui m'a dit que, en gros, que finalement, il s'est mis en couple avec moi, mais qu'il m'aimait pas et tout, qu'il aimait bien ma cousine, tout ça, et que vu que ça pourrait pas le faire avec elle, il s'est mis avec moi, tout ça et tout. Et devinez quoi? Après, je suis quand même repartie vers lui, genre. Ouais. J'ai quand même accepté et tout. Ouais. Et non, vraiment, n'acceptez jamais ça, les filles, hein, vraiment. Du coup, maintenant, j'ai une anecdote. Allez, go! Je m'en souviens à l'ancienne et tout. Pareil, je parlais avec un mec et tout. Et genre, j'ai appris qu'il me trompait. Ok. Et je suis restée avec lui. Tout simplement parce que je l'aimais et que je voulais pas partir. Ah ouais? Ouais, juste ça. Genre, il me trompait, je l'ai su, j'ai confronté et tout. Il m'a dit oui. Parce qu'il a fait des bails et toi, tu fais pas de bails et tout. Ah ouais. Après, j'ai dit ok. Ah ouais. Après, j'ai dit ok et j'ai accepté. Ah, le ok. gamin. Et j'ai dit d'accord, c'est ok. Et j'ai accepté, je suis restée avec lui pendant encore plusieurs mois, peut-être même 1 an. Mais après, j'ai quitté, mais après, genre, j'étais un peu plus jeune. Mais ouais. C'est dingue de
veux dire, en mode, elle fait du bail et toi, tu fais ça Ouais, du coup. clairement. Et c'est dingue. C'est la folie, Mais il y en a certains, il faut vous respecter, hein. tellement. Pas possible. Et il y a aussi des filles, je pense, qui font ça aussi, avec certains gars. C'est Ah juste, non, c'est- mais après, ouais, c'est sûr. c'est très tabou et personne va en parler. Nous, on est là pour toutes les causes. Donc, on n'est pas là pour dire, oh, les filles, non, non. C'est pas un podcast de filles, ok? On est là au fond de ton cœur, c'est pour tout le monde. Parce que C'est ça ça. peut arriver à tout le monde. vrai. Même à toi, même à ton père, même à ta mère, même à ta grand-mère. Tout le monde, ça peut arriver. Ouais, et il faut ouvrir son cœur, du coup. Il faut ouvrir son cœur aux autres, parce qu'il n'y a qu'avec ça que on peut essayer de guérir. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On était dans Au fond de ton cœur. Bisous et à la prochaine. Bisous.